Alors je continue en insistant surtout sur le dialogue interculturel. Et nous venons de voir que, au-delà des contrastes et des conflits qui sont attisés par la globalisation, le métissage culturel est une donnée essentielle dans l'ère méditerranéenne et c'est un terrain privilégié à exploiter. L'historien tunisien Mohamed Talbi a défini dans un très beau livre qui s'appelle Plaidoyer pour un islam modéré, a défini la modernité comme une extraordinaire capacité de l'Occident à amalgamer, recomposer et fondre les différentes cultures venues d'ailleurs. Et il incite les pays de la rive sud à exploiter et à mettre en œuvre la capacité d'interprétation et d'innovation que le Coran définit comme un devoir de chaque musulman, mais qui tarde à décoller. Dans cette post-modernité, où il faut apprendre à vivre la simultanéité des cultures et où il faut apprendre, comme vient de le dire Michele, la cohabitation des différences, dans une situation inégale et contrastée, par où commencer ? D'abord, ce sont les concepts mêmes d'identité et d'intégration qui sont à repenser et à redéfinir. Face justement à la mobilité qui bouleverse le monde, l'idée d'une identité monolithique comme fondement naturel d'une culture et pivot d'une civilisation sont désormais anachroniques et évidemment trompeuses, puisque toute culture est plurielle à l'origine. L'identité a souvent d'ailleurs été un rempart identitaire, à l'ombre duquel s'est formée l'idée d'une civilisation supérieure, voire universelle. Et à partir de cette idée de civilisation supérieure et universelle, pour réussir à gérer les différences, on ne pouvait parler que d'assimilation et d'intégration. Et puis, avec la décolonisation, d'abord politique, puis progressivement culturelle, d'autres modes de pensée, la diversité, se sont imposés. La pluralité, la simultanéité des cultures, l'interculturalité, l'intercréativité, qui est justement le message de Mohamed Harkoun, nous l'avons entendu tout à l'heure, autant d'approches qui impliquent une remise en cause de l'identité de chacun, pour permettre l'émergence d'une culture autre, d'une culture combinatoire, de médiation et donc de nouvelles synthèses culturelles. Et dans ce sens, la Méditerranée est un véritable laboratoire de longue durée, pour reprendre le concept de Braudel. Et que la Méditerranée est un laboratoire de longue durée, alors ce sont les anthropologues qui nous le disent, et aujourd'hui, quelques hommes politiques éclairés qui ont compris qu'en Méditerranée se joue une partie dont les dimensions sont plus globales que locales. Essayons de voir pourquoi. Nous parlons évidemment de laboratoire de longue durée dans le temps et dans l'espace. La Méditerranée est une mer entre les terres qui vit, nous l'avons entendu et réentendu, qui vit depuis des millénaires d'expériences de médiation et qui ne peut pas courir le risque aujourd'hui de ne pas savoir gérer la diversité. Si la Méditerranée a une leçon à donner, c'est bien celle du refus de l'immobilisme et d'un passage obligé, la médiation. Elle a été grecque, romaine, arabe, européenne. Aujourd'hui, elle est surtout atlantique. Et c'est peut-être là l'un des problèmes. En perdant son identité proprement méditerranéenne, en perdant l'art de la médiation, elle perd son autonomie. Quand le sociologue italien Cassano, que Michele a cité tout à l'heure,
parle de pensée méridienne. C'est à une pensée qui peut résister au fondamentalisme des continents qu'il se réfère. Pas seulement les fondamentalismes religieux dont on ne cesse de parler, mais aussi le fondamentalisme qui nous vient de l'Atlantique, justement, et que l'Europe a épousé sans réticence après la Deuxième Guerre mondiale. Le fondamentalisme de la compétition et du progrès. Le fondamentalisme de la croissance économique et du développement à tout prix. Le fondamentalisme du marché. Nous parlons de fondamentalisme parce que, évidemment, sans nier l'évidence du progrès et de l'efficacité, il faut constater que ces nouvelles valeurs se sont imposées comme un nouvel universalisme qui met au sommet de la hiérarchie le développement technologique et l'efficacité de type anglo-saxon, le consommateur et le client, un universalisme qui impose ses critères au monde entier, qui dicte les règles de la qualité et qui considère comme archaïque ou retardé tout ce qui n'est pas conforme à ce processus. Tant que l'Occident ne prendra pas conscience que cette attitude est une forme de fondamentalisme, aucun heurt de civilisation ne pourra être évité. Et pas seulement en Méditerranée. Il y a quelques mois, un exemple m'a frappé qui concerne la Chine, justement, à propos de la certification de la qualité, qui est justement un processus de gestion que vous connaissez bien, qui est de plus en plus, qui se déploie de plus en plus. Moi, j'y ai travaillé dans le domaine de l'éducation. En Italie, par exemple, la plupart des grands établissements scolaires sont certifiés, ont une certification de la qualité, ce qui les a amenés, et ça c'est très positif, à faire une réflexion théorique sur leur modalité de travail, hein, mais aussi, moi j'ai eu de gros problèmes avec les enseignants qui se sont demandé, mais attention, certification de la qualité à partir de quels critères? Il y a une philosophie derrière. Hein. Et justement, il y a quelques mois, la Chine, et cela a fait trembler le monde, a dit, eh bien non, nous n'adhérons pas aux critères de certification de la qualité qui sont actuellement imposés au monde par l'autre puissance mondiale. Et le monde a tremblé, bien sûr, parce que, évidemment, les occasions de constater que la qualité chinoise n'est pas encore maîtrisée sont nombreuses et quotidiennes. Mais le monde économique a tremblé, car les critères actuels de qualité sont imposés par la première grande puissance à travers la globalisation. Et c'est donc une remise en cause totale du système économique. Donc, même la qualité n'est pas universelle. Mais revenons au rôle que peut jouer la Méditerranée à ce niveau. La Méditerranée, comme lieu de tous les croisements, comme lieu d'hybridation des cultures, comme lieu de frontières et de médiation par excellence, a une spécificité épistémologique qui est celle de l'identité plurielle. C'est sa richesse et la sagesse qui dérive de la médiation. Cette mer entre les terres, ce lieu du milieu, peut et doit nous apprendre que la relation passe avant l'efficacité. Edgar Morin, Tariq Ramadan, Franco Cassano mettent en avant, par exemple, la force du lien communautaire dans les cultures méditerranéennes, l'importance du lien social, des réseaux sociaux, familiaux, en opposition à la valorisation d'un sujet libre et autonome, libéré mais déraciné, et autonome mais anonyme, construit sur le modèle plus du consommateur que du citoyen membre d'une communauté. Et le fondamentalisme du marché fait de ce lien social un résidu du passé, un retard à rattraper. Mais ce retard de la Méditerranée n'est peut-être pas un handicap. Il cache sans doute l'idée d'une forme d'humanité plus riche de liens et de sens,
pas encore écrasés par le démon de la croissance. Voilà pourquoi la Méditerranée est un laboratoire de longue durée, parce qu'elle est un lieu privilégié en raison de plusieurs facteurs. L'habitude séculaire à la confrontation et à la médiation, la permanence et la résistance de formes relationnelles intenses et autochtones, et maintenant l'accélération de la mobilité et des échanges dus à la mondialisation. Ces conditions constituent l'humus d'un espace où la créativité et l'invention de nouvelles formes relationnelles peuvent trouver un terrain fertile. Le lieu idéal pour innover et pour faire naître ce que Afay a appelé une nouvelle intelligence du rapport avec l'autre. Dans ce laboratoire, il s'agit d'évaluer ce qu'il est bon d'apprendre des cultures traditionnelles pour remplir de sens, voire pour plier les modalités du développement technique visant à l'efficacité et rentabilité. Il s'agit d'inventer des pratiques de synthèse partagées. Il s'agit de mettre en chantier des laboratoires de recherche et de pratique, par exemple par catégorie professionnelle ou encore par secteur de la vie sociale. Je pense par exemple aux travaux, aux chantiers qui ont été ouverts par CIDOB, qui est le Centre d'information et de documentation internationale de Barcelone. Justement, par secteur, ils ont beaucoup travaillé sur la justice. Et ils ont des groupes de travail, alors des juges, des personnes qui travaillent donc dans le secteur juridique, qui se confrontent, parce que ce qui est un délit en delà de la frontière ne l'est pas en deçà. Et quand il s'agit de juger des personnes qui arrivent d'ailleurs, il faut tenir compte aussi de cela. Montaigne l'a dit il y a longtemps. Mais pour cela, l'approche à l'autre, alors il y a un élément essentiel, c'est que l'approche à l'autre doit s'être libérée de toute hiérarchie. Et Madame Gendrillon le disait hier soir. Et s'être armée d'une grande capacité de se remettre en cause de part et d'autre. Il est indéniable que le citoyen du XXIe siècle, qui est appelé à gérer la diversité culturelle, doit pouvoir acquérir de nouvelles compétences pour comprendre les logiques culturelles qui se chevauchent dans une société multiculturelle et complexe. Il est temps de dépasser le stade des bonnes intentions, de la simple tolérance ou de la solidarité, car les aptitudes nécessaires pour ne point être désorienté face à cette complexité ne relèvent pas uniquement du bon sens et de la générosité. Il serait dangereux de se limiter à une approche moralisante. Il convient de développer notre capacité de reconnaître et de maîtriser la diversité culturelle avec d'autres outils conceptuels. Cette nouvelle compétence est du ressort de l'éducation et de la formation. Et ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. Chaque culture, en effet, est un ensemble cohérent de valeurs, de comportements, de traditions, de codes. Un ensemble qui a son propre fonctionnement et qui constitue un système. C'est de ce concept de système qu'il faut partir pour élaborer et diffuser une pédagogie qui développe avant tout les capacités de lecture systémique dont les nouvelles générations ne pourront pas se passer si on veut éviter the clash of civilization. Cela signifie savoir déconnecter notre propre culture, savoir reconnaître nos propres positions identitaires et faire un travail de conceptualisation qui permette de comprendre le fonctionnement de notre système culturel. Il ne s'agit pas d'une simple description de notre culture et des cultures autres, d'une photographie de la diversité. Nous en sommes envahis. Il s'agit de passer de la connaissance des différentes cultures à la compétence d'une lecture systémique qui met en évidence les possibilités d'intersection entre les différents ensembles culturels et qui permettent de sélectionner
les nœuds identitaires fondamentaux et incontournables et les espaces intermédiaires où le dialogue est possible. Il me vient à l'esprit, par exemple, des tentatives qui sont faites dans les écoles, dans certaines écoles en Italie, des tentatives d'inclusion, pas d'assimilation, même plus d'intégration, mais d'inclusion, où on réunit les parents d'élèves et où on les fait réfléchir sur leur propre culture, pour qu'ils arrivent à dire, alors, ça je suis contre, pourquoi je suis contre? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Justement pour essayer de comprendre leur propre système de culture et voir sur quoi on peut dire oui et sur quoi on n'est pas obligé de dire oui. Et voilà, essayer de distinguer ce qui est vraiment fondamental et incontournable et quels sont au contraire les espaces d'intersection. C'est un peu comme la théorie des ensembles. Les ensembles qui se croisent, il y a des espaces où ce sont les pivots de l'identité, on ne peut pas y toucher, et d'autres espaces beaucoup plus grands qu'on l'imagine, où au contraire, l'intersection est possible. Donc un travail d'inclusion. Les expériences et les erreurs du passé peuvent peut-être nous aider. Les différents pouvoirs se sont essayés tour à tour à plusieurs approches, selon les époques et les circonstances, pour gérer cette diversité culturelle, qui est de plus en plus grande et que maintenant nous avons choisi, parce qu'en ayant choisi la globalisation et la mondialisation, nous avons choisi de vivre dans la diversité culturelle. On ne peut pas imaginer un monde où on autorise, on encourage la circulation des marchandises et où on bloque la circulation des hommes. On peut essayer, mais ce sera évidemment impossible. L'expérience du multiculturalisme, qui est le modèle anglo-saxon par excellence, et le modèle français de l'assimilation des émigrés à un modèle de civilisation nationale universelle, ont été sévèrement démentis par les résultats négatifs. Il suffirait de citer le problème des banlieues. Mais si notre réflexion s'arrêtait à une lecture systémique des différentes cultures, elle resterait encore tout à fait académique et incomplète, voire nocive. Car l'objectif est d'apprendre la rencontre avec l'autre, pas la culture de l'autre. Il est important que chacun de nous, en particulier tous les acteurs de la communication, quelle qu'elle soit, dépasse la phase théorique, la sphère des savoirs, et se situe bien sur le terrain de l'action, c'est-à-dire celui de nos capacités réelles de dialoguer avec l'autre. Car ce ne sont pas les cultures qui se rencontrent, mais les porteurs de ces cultures, les hommes et les femmes en chair et en os avec leurs espoirs, leurs craintes, leurs projets. Pour en revenir aux différentes tentatives, rappelons brièvement que deux tendances au moins se distinguent. Tandis que le multiculturalisme a mis l'accent sur la reconnaissance et la coexistence de cultures différentes, l'interculturalité se pose d'emblée à la frontière du savoir et de l'agir et s'appuie sur une imbrication étroite de la dimension sociale scientifique, de la réflexion et de l'action. Le multiculturalisme, qui correspond au modèle anglo-saxon, maître dans la cohabitation de différents groupes ethniques, auquel on garantit le droit à la différence et une reconnaissance juridique des minorités. Une cohabitation qui ne peut être assurée que sous la tutelle normative très complexe et très stricte. Le multiculturalisme, cependant, crée autant d'espaces spécifiques qu'il y a de différences. Les quartiers chinois, les quartiers grecs, les quartiers noirs, les quartiers italiens. Un multiculturalisme qui accepte les diverses communautés, mais qui dresse des barrières entre elles. Donc respect des communautés, mais de non-communication. Comment ne pas penser au problème que connaît aujourd'hui la Grande-Bretagne, où le communautarisme alimente justement la non-communication. Les spécialistes de la communication interculturelle dans les années 70 aux États-Unis, par exemple, ont établi des classifications, ont travaillé
là-dessus. On établit des classifications des différences culturelles fondamentales. Individualisme, collectivisme, le contrôle de l'incertitude, masculinité, féminilité, sens de la hiérarchie, etc. Et ceci, dans le souci de savoir régler les conflits pour assurer la paix sociale, en premier lieu, mais aussi pour assurer la rentabilité des activités économiques et industrielles qui emploient une main-d'œuvre multiculturelle et qui doivent passer par une bonne gestion de la diversité culturelle, sans laquelle aucun résultat positif n'est envisageable. Et il est intéressant de voir combien désormais en Europe aussi les entreprises s'intéressent à la gestion de la diversité pour assurer la communication. Alors non seulement au sein des entreprises, mais aussi délocalisées hors de l'Europe occidentale, où on fait, par exemple, on fait faire une enquête préliminaire pour connaître les caractéristiques culturelles locales. On envoie un médiateur culturel et désormais, dans toutes nos entreprises, dans nos écoles, il y a toujours un médiateur culturel, pas seulement un interprète, mais un médiateur culturel pour savoir comment gérer cette diversité. Donc ce qui est important et ce qui fait la différence, c'est que cette recherche interculturelle est comme objectif la relation avec l'autre avant le résultat. Si l'on parle de relation, on parle d'individu. Alors deux termes, relation et individu, qu'il faut préciser. Qui dit relation dit interaction, réciproque, partagée. Et la dimension relationnelle elle-même est l'objectif à atteindre, non la connaissance de l'autre culture. Ce qui signifie que nous nous insérons dans une dynamique où le processus de transformation personnelle est réciproque et où la naissance d'une culture tierce est prise en considération. Qui dit individu dit personne et non culture, dans le sens où aucun individu n'est le représentant d'une culture au sens académique du terme. Il est le résultat sans cesse en évolution d'un vécu qui ne répond jamais exactement aux catégories de sa culture d'origine, dans laquelle on ne peut pas l'enfermer. Surtout les individus qui émigrent, qui ont une longue histoire de transformation derrière eux. C'est d'ailleurs en France que, face à l'échec de l'assimilation, sont nées les premières expériences d'éducation interculturelle. Et aujourd'hui, les lieux de l'interculturalité, effectivement, ce sont des lieux d'action. L'intégration se joue, je cite l'Atlas des migrations du monde, qui nous dit aujourd'hui l'intégration se joue davantage dans le compromis entre famille, racines, environnement, modernité, que dans une opposition trop tranchée entre culture du pays d'origine et celle du pays d'accueil. Tout est dans la négociation des identités, dans une volonté commune de vivre ensemble, un contrat social revisité, en quelque sorte. Mais le chemin est encore long et les démentis sont à l'ordre du jour. Les erreurs des uns et des autres indiquent que aux sociétés euro-méditerranéennes d'aujourd'hui, qui sont confrontées non seulement aux flux migratoires, mais à cette nouvelle mobilité exponentielle dans le cadre mondial, que le chemin de l'interculturalité, c'est-à-dire d'une recherche réciproque au sein de laquelle chacun remet en cause sa propre identité pour trouver un espace de dialogue, est certainement plus viable. Et s'il s'agit d'interaction, de moi et de l'autre, c'est à la société civile plutôt qu'au pouvoir que revient le rôle d'inventer, d'innover les dialogues possibles, de construire la citoyenneté de demain. Mais cela n'est possible que si chacun se libère de tout sentiment de supériorité, de hiérarchie, et un sentiment malheureusement bien partagé. De nombreux intellectuels se sont penchés sur ce questionnement.
Bab à Chambers, Amartya Sen, et deux grands penseurs que nous venons de perdre, Mohamed Harkoun, nous venons de l'entendre, et Raymond Panicard. Edgar Morin, enfin, pour nous dire que l'universalisme est une forme de fondamentalisme s'il reste un universalisme dogmatique et a priori. Mais il devient un instrument de paix s'il s'agit d'un universalisme syncrétique et a posteriori. Un universalisme toujours imparfait, sans hiérarchie et qui vit de traduction. Nous ne pouvons conclure que sur la pertinence et la perspicacité de la question posée par le graphe et qui nous voit réunis aujourd'hui. Et ceci à deux niveaux. D'abord, le fait que ce soit une structure de gestion qui pose ce problème. Le problème d'améliorer sa propre organisation et sa propre efficacité en cherchant ailleurs des formules alternatives. Et c'est une attitude profondément interculturelle. Et en deuxième lieu, soulignons le fait que cette recherche se donne pour cadre la Méditerranée, ce qui signifie que la caractéristique épistémologique de la Méditerranée a bien été comprise. Et enfin, le fait que Marseille soit à l'origine d'une telle démarche est bien la confirmation que l'habitude à la confrontation appartient avant tout à la Méditerranée. Et enfin, je n'ai cessé de penser, depuis hier soir, en entendant les différentes interventions, à Albert Camus. À Albert Camus qu'on est en train de récupérer comme pensée du Midi et comme pensée solaire. Et finalement, j'ai relu hier son discours de Suède, lorsqu'il a eu le prix Nobel en 1957, où il dit toute la simplicité de son origine et son appartenance à la lumière. Et ça a été un tort qu'on lui a fait d'en faire un philosophe cérébral de l'absurde. Alors que, bien sûr, c'est un philosophe de l'absurde et un grand intellectuel, mais c'est un homme c'est un Méditerranéen qui a toujours vécu dans la lumière et qui a tant souffert à Paris, dans cette immense nostalgie de l'union entre l'émotion et la pensée. Et je pense que de tout ce qui a été dit depuis hier soir, ça, c'est la Méditerranée, qui rend la vie difficile en Méditerranée, parce que les passions s'y expriment, sont peut-être moins contrôlées, mais c'est une grande force. Et je pense que c'est important pour la gestion aussi de se souvenir de ça, qu'on a affaire avec des cultures qui, comme la culture grecque, comme la pensée de Midi, c'est la pensée de la mesure. C'est pas la pensée du schisme entre le corps et le cerveau. C'est un homme complexe, entier, qui refuse de se séparer. Et je pense que Camus peut encore nous aider si on lui restitue sa pensée du Midi et sa pensée solaire.